À la une de cette édition, les forces ukrainiennes préparent leur contre-offensive à Kherson, dans le sud du pays, une ville que Moscou veut russifier. Un référendum y est prévu pour septembre. Vous l'avez compris, il y a donc urgence pour Kiev. Mon invité pour en parler, Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. A tout à l'heure, monsieur. À la une également, nous n'avons pas le luxe de perdre du temps. Propos signé William Ruto, le président élu du Kenya souhaite passer à autre chose après les violents heurts qui ont émaillé l'annonce de sa courte victoire sur Raila Odinga. Et puis tenir tête à Donald Trump lui a coûté son poste. Liz Cheney perd la primaire républicaine dans le Wyoming. Malgré sa défaite, elle promet de tout faire pour que l'ancien président américain ne s'approche plus jamais du bureau ovale. Voilà donc pour le programme. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de France 24. On commence avec la guerre en Ukraine. Bientôt 6 mois qu'elle a débuté déjà. Dans le sud du pays, à Kherson, les forces ukrainiennes envisagent, je vous le disais, depuis plusieurs jours une contre-offensive. Car la Russie l'a dit, elle veut y organiser un référendum en septembre. Il y a donc urgence. Avant de donner la parole à mon invité, les précisions sur le terrain de notre envoyée spéciale Mélina Huet. Elle pilonne depuis plusieurs semaines systématiquement deux ponts essentiellement, le pont d'Antonovka et le pont de Novakharovka, qui sont des ponts stratégiques parce que de la même manière qu'en Crimée, en fait, ils permettent le réapprovisionnement en munitions et en matériel lourd. Aujourd'hui, ils sont inexploitables, peut-être même à pied, nous disent certains officiels ukrainiens, donc impossible pour les Russes de se réapprovisionner. Il se trouve qu'il y a 2 jours, il y a même des postes de commandement russes qui ont décidé de se replier à l'est du Dniepr, de ce fleuve qui est très difficile d'accès, que l'on ne peut pas traverser à pied, et donc ces ponts sont nécessaires. Ça montre à tout le moins une angoisse de l'armée russe qui commence à paniquer et qui pense être encerclée si jamais il y a une contre-offensive vers Kherson. Kherson, on rappelle que c'est la première ville qui a été prise par les Russes et sans grand combat, mais les Ukrainiens veulent absolument la récupérer. Il y a 2 difficultés pour les Ukrainiens. La première, c'est que pour le moment, ils pilonnent des ponts et ils ont le matériel nécessaire en artillerie pour le faire. Mais s'ils veulent reprendre Kherson, il s'agira d'une bataille d'infanterie. Et là, il faudrait beaucoup d'hommes. Et on ne sait absolument pas à ce stade, puisque l'armée ukrainienne communique très peu, s'ils ont les ressources nécessaires en hommes pour pouvoir reprendre une ville comme Kherson. Et la deuxième chose, c'est que l'automne approche et que les conditions vont de plus en plus être difficiles. Donc cette contre-offensive, si elle doit être menée, doit se faire avant le mois de novembre, voire le mois d'octobre. Et chose promise, chose due, nous sommes en ligne avec le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN également. On peut légitimement imaginer que les Ukrainiens ont envie de reprendre Kherson avant un éventuel référendum russe en septembre. C'est le scénario de 2014 de la Crimée qui se répéterait. Ma question est simple pour vous. L'Ukraine a-t-elle les moyens de ses ambitions à Kherson ? Il faut regarder le problème dans son ensemble. D'abord, les forces ukrainiennes résistent dans le Donbass, même si les Russes avancent très doucement. Donc la ligne choisie qui passe par Kramatorsk est sans doute la bonne ligne de défense, mais ça mobilise des forces des 2 côtés. Ensuite, il y a les attaques incessantes. On a vu ce qui se passe en Crimée aussi. C'est très intéressant de voir la tactique, en quelque sorte, même la stratégie choisie par les Ukrainiens. Et il y a effectivement ce qui se passe au sud. Depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens harcèlent les Russes à Kherson. Ils ont choisi, comme l'indiquait notre correspondante, de frapper les lignes de communication, ce qui est une bonne méthode, de priver les Russes d'approvisionnement, donc de leur donner ce sentiment d'encerclement. Évidemment, reprendre la ville, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il n'y a aucun signe aujourd'hui de mobilisation en termes numériques de l'armée ukrainienne pour ce faire. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils vont continuer à employer ces techniques, essayer de perturber au maximum les forces russes qui sont là, un peu les démoraliser aussi et faire peser cette pression, ce qui mobilise aussi les forces russes. Donc, ça a un double avantage en quelque sorte. Reprendre Kherson, ça voudrait dire aussi non seulement effectivement avoir le nombre d'hommes, de blindés nécessaires, mais aussi prendre des risques d'infliger encore et encore des dégâts et des morts dans la cité même, dans la ville même de Kherson. Or, ces gens-là sont ukrainiens et les Ukrainiens souhaitent instamment qu'ils restent ukrainiens. Donc, les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser la méthode russe, si je peux dire. Ils ne peuvent pas
bombarder, ça ne serait pas moral et ça n'atteindrait pas leurs objectifs. Et le président Zelensky ne l'accepterait pas. Donc, on est un peu condamné à cette situation, mais d'un autre côté, les Ukrainiens maintiennent cette pression et vont encore trouver d'autres méthodes, à mon sens, pour le faire. Vous l'avez brillamment évoqué dans votre réponse, il y a aussi le cas de la Crimée où les Ukrainiens ont récemment endommagé plusieurs dépôts de munitions russes. Il y a donc aussi cette volonté d'aller frapper plus loin que les simples territoires conquis par les Russes depuis le 24 février pour en fait couper l'approvisionnement logistique des soldats russes, c'est ça ? C'est intéressant parce que les Ukrainiens se faisant, il y a assez peu de doute sur le fait que ces attaques soient le fait des Ukrainiens, d'une manière ou d'une autre. Moi, je plaide plutôt pour la partie sabotage, forces spéciales, sans en avoir de preuves formelles. C'est juste mon interprétation. Mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens reprennent à leur compte un peu la méthode russe, c'est-à-dire d'aller frapper, mais sauf qu'eux, ils le font avec discernement sur des objectifs militaires qui font mal aux Russes. Je veux dire, c'est nœuds de communication, c'est dépôts de munitions, c'est ces aéroports militaires. Tout ça, c'est du potentiel militaire en moins pour les Russes. Donc c'est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de professionnalisme. Vont-ils pouvoir maintenir cet effort ? En tout cas, je pense que c'est ce que les Ukrainiens ont de mieux à faire aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas, là non plus, reprendre... On a entendu M. Zelensky, mais il le sait très bien, ils ne peuvent pas reprendre ipso facto la Crimée. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est considérablement embêter les Russes, les empêcher d'utiliser la Crimée comme une base de lancement, continuer à faire ce qu'ils avaient fait aussi dans la mer Noire. Et là, les occupants russes se sentiront de plus en plus gênés et de plus en plus sous la menace ukrainienne. Côté russe, est-ce qu'on sent le danger poindre ? Est-ce qu'il y a une communication en ce sens ces derniers jours ? On voit qu'il y a surtout des hésitations dans la communication. Vous avez vu les hésitations sur l'analyse des incidents, disent-ils, en Crimée. Et maintenant, ils parlent de sabotage, tiens, comme par hasard. Il y a eu des incidents sur l'impact des communications, disons, différentes, divergentes même, sur l'impact de l'arrivée des nouveaux armements occidentaux dans les mains des Ukrainiens. D'aucunes autorités russes disant ça n'a pratiquement pas d'impact, et d'autres disant au contraire c'est un impact majeur, il y a même peut-être une ligne rouge qui est franchie. Donc oui, je crois que les Russes sont très embêtés parce qu'ils sont en train de reconnaître primo que les Ukrainiens sont professionnels et peuvent les attaquer au cœur même de leur dispositif, qu'ils résistent aussi dans le Donbass, c'est important que cette résistance, et puis qu'ils ne sont, et donc que ce sont des forces d'occupation qui sont à la merci de ce type d'action, avec des effets militaires qui sont importants, qui sont aussi encourageants pour les Ukrainiens. La question du climat est-elle aussi cruciale ? On sait que l'automne arrive dans un bon mois, ça peut changer quelque chose sur le terrain militaire ? Dans le Donbass, ça risque de figer un peu les positions. Ailleurs, j'en ai pas vraiment le sentiment, vu ce que j'ai déjà dit sur la tactique, enfin la stratégie et la tactique ukrainienne. Je ne pense pas que ça les gêne outre mesure. S'ils arrivent encore plus, l'hiver va évidemment gêner les modes de communication. Si eux-mêmes arrivent à porter encore plus le fer sur ces moyens de communication, ils connaissent évidemment très bien le terrain, ils connaissent très bien la situation, donc ça les aide considérablement. Et s'ils arrivent à continuer à frapper des centres de gravité russes, là, ils vont perturber parce que l'approvisionnement des Russes va devenir de plus en plus compliqué. Le général Jean-Paul Paloméros en direct sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup à vous et belle journée. J'ajoute que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va se rendre ce jeudi en Ukraine, justement. Il doit y rencontrer Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan, les présidents ukrainiens et turcs. L'occasion de discuter une nouvelle fois de la mise en œuvre de l'accord sur les céréales. Il avait été conclu le 22 juillet dernier, le tout alors qu'un premier navire de l'ONU chargé de blé a quitté hier l'Ukraine, direction l'Afrique. Lui aussi a pris la parole 24 heures après Raila Odinga, son rival battu de justesse. Le président élu du Kenya, William Ruto, a appelé la population à ne pas perdre de temps. Une manière pour lui de tourner la page après les incidents qui ont émaillé l'annonce des résultats. Je vous propose d'écouter le nouvel homme fort du Kenya. Nous avons remporté cette élection contre toute attente.
Notre gouvernement doit rendre des comptes. Nous prendrons les mesures nécessaires afin de nous assurer que nous gouvernons de façon transparente, démocratique et redevable. On en vient aux dernières heures de la force Barkhane au Mali. C'était en début de semaine. Notre envoyé spécial Cyril Payen a pu les vivre justement aux côtés des soldats français qui sont désormais stationnés au Niger voisin. La fin d'une opération de désengagement qui aura duré 6 mois. Filmée il y a 2 jours, la base de Gao que vous allez découvrir est aujourd'hui aux mains des Maliens et de leurs alliés du groupe Wagner, le groupe paramilitaire russe. Reportage. Nouvelle aube et ultime patrouille des parachutistes dans la base de Gao, dans le nord malien. Dans quelques heures, il n'y aura plus un soldat français au Mali. Pour autant, impossible de baisser la garde, la menace djihadiste reste omniprésente. On observe avec nos équipements, on peut remarquer des mouvements à droite à gauche. Après, c'est un terrain qui est grand, qui est plat, on a beaucoup de visuels sur tout ce qu'on a face à nous et malheureusement, avec toute la végétation, on ne peut pas forcément bien voir tout ce qui nous entoure, mais bon, c'est sûr que ça bouge beaucoup. La nette dégradation des relations entre la France et la junte malienne aura donc eu finalement raison de la présence militaire française dans cette région sahélienne. Gao, hier, un camp militaire géant fonctionnant 24 heures sur 24 n'est plus qu'une base fantôme perdue aux confins du Sahel. Une emprise française bientôt rendue au Mali. Le tout dernier convoi logistique, 150 véhicules, vient de quitter la base. Ne reste derrière que ces unités d'élite qui s'apprêtent à leur tour à prendre la route dans le plus grand secret. Encore hier, il y avait une délégation de l'armée malienne qui était ici pour prendre en compte les éléments, prendre en compte la base. Donc eux, ils se préparent à prendre la base. Après, vous dire de quoi sera fait demain pour eux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelques heures plus tard, dans le ciel malien, une escadrille d'hélicoptères de combat part à la rencontre des derniers militaires de la force Barkhane en provenance de Gao. C'est sans doute le dernier vol à la frontière du Mali. Le dernier convoi de sécurité vient de passer la frontière. Et il n'y a plus, au moment où nous survolons la frontière nigérienne avec le Mali, il n'y a plus un soldat français sur le territoire malien après 9 ans de présence au Mali. Après près de 10 années d'appui aux forces maliennes et l'élimination des principaux chefs djihadistes de la zone, la France est contrainte de se retirer, alors que la violence terroriste menace de nouveau Bamako et se propage bien au-delà du Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Elle a reconnu sa large défaite. Liz Cheney aux États-Unis a été éliminée de la primaire républicaine du Wyoming. L'anti-Trumpiste en chef de son propre camp veut néanmoins barrer la route de Donald Trump, l'ancien président toujours aussi puissant au sein du Grand Hall Party, à 3 mois seulement des élections de mi-terme. Jules Boiteau. Elle avait présenté sa campagne comme un combat pour l'âme du parti républicain, menacé par Donald Trump et ses partisans. Au moment de reconnaître sa défaite, Liz Cheney s'en est à nouveau pris à l'ancien président. Si nous ne condamnons pas les conspirations et les mensonges, si nous ne tenons pas les responsables pour responsables, nous excuserons cette conduite. Et cela deviendra une caractéristique de toutes les élections. Je ferai tout ce que je peux pour que Donald Trump n'entre plus jamais dans le bureau ovale. Pendant le mandat de Donald Trump, Liz Cheney avait voté plus de 90% de ses propositions. La rupture intervient après les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021. En guerre ouverte face à l'ancien président, elle est donc largement battue, malgré son appel aux démocrates à s'inscrire en tant que républicains pour faire barrage. J'ai changé mon affiliation électorale aujourd'hui pour voter pour Liz Cheney. J'admire absolument la façon dont elle a tenu tête au comité du 6 janvier. Face à elle, c'est Harriet Eggman qui l'emporte avec près du double des voix et qui représentera donc le Parti républicain pour les élections à la Chambre des représentants le 8 novembre prochain.
Nous sommes tous très reconnaissants au président Trump, qui a reconnu que le Wyoming n'avait qu'un seul représentant au Congrès. Son soutien clair et indéfectible, dès le début, nous a propulsés vers la victoire. Cette large victoire témoigne de l'emprise de Donald Trump sur le Parti républicain et les États les plus conservateurs. Le Wyoming avait voté à plus de 70% pour lui lors de la dernière élection présidentielle. Autre présidentielle, cette fois au Brésil. Le vote est prévu pour le 2 octobre. La campagne officielle s'est ouverte hier. Il y a deux favoris, le sortant, Jair Bolsonaro à l'extrême droite, et Lula pour la gauche, l'ex-chef de l'État passé, vous le savez, par la casse-prison. Premier meeting hier, l'occasion d'égratigner le camp adverse. Jules Boiteau. Il a choisi les usines métallurgiques de la banlieue de Sao Paulo pour lancer officiellement sa campagne. Un endroit symbolique pour Luiz Inácio Lula, 50 ans après y avoir mené ses premières luttes syndicales. Âgé de 76 ans aujourd'hui, il assure pourtant être animé de la même énergie. Une énergie qu'il emploie pour attaquer Jair Bolsonaro sur sa gestion de la pandémie de Covid-19. Vous n'avez pas cru à la médecine, vous avez cru à votre mensonge. S'il y a bien quelqu'un qui est possédé par le diable, c'est Bolsonaro. C'est un menteur comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. L'ancien président en a aussi profité pour tacler son adversaire sur sa politique étrangère et son image dans le monde. Ce pays doit être à nouveau respecté dans le monde. Le Brésil ne peut pas avoir un président comme celui-là que personne ne veut recevoir ou visiter. Un peu plus tôt dans le sud-est du pays, Jair Bolsonaro lance sa campagne sur le même carrefour où il avait été poignardé il y a 4 ans. Je suis né à nouveau dans cet endroit. Parmi ses supporters, beaucoup arborent les couleurs brésiliennes. Certains affichent aussi un drapeau de soutien à Donald Trump. Jair Bolsonaro brandit la menace communiste en cas de victoire de Lula. Notre pays ne veut pas reculer. Nous ne voulons pas de la théorie du genre dans les écoles. Notre pays ne veut pas devenir un allié du communisme. Pour l'heure, le président sortant est distancé par son adversaire de gauche dans les sondages. Selon une dernière enquête, Lula recueille 44% des intentions de vote au premier tour, contre seulement 32% pour l'actuel chef d'État. Ça y est, les résultats sont définitifs en Tunisie. L'autorité électorale a confirmé l'adoption de la constitution proposée par le président Kais Saied. Le oui l'emporte avec 94,6% des voix. Scrutin, pour rappel, boudé par 3/4 des électeurs tunisiens. Le chef de l'État, Kais Saied, renforce ainsi sa mainmise sur le pays un peu plus d'un an après s'être arrogé quasiment les pleins pouvoirs. Une dérive autoritaire selon ses détracteurs. Le 5 septembre prochain, nous connaîtrons le nom du successeur de Boris Johnson au poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Face à Rishi Sunak, la favorite s'appelle Liz Truss. Les deux finalistes étaient ces derniers jours en Écosse, une terre anti-Brexit. Sur place, vous allez le voir, le SNP, le parti nationaliste écossais, pousse toujours pour un second référendum d'indépendance. Ambiance sur place avec ce reportage de Clovis Casali. Des manifestants qui veulent marquer les esprits et des œufs lancés sur les membres du Parti conservateur. Dans la foule, ils sont nombreux à réclamer l'indépendance de l'Écosse. Liz Truss ou Rishi Sunak, pour eux, aucune différence. L'un ou l'autre, ils ne sont pas bons pour l'Écosse. Ils sont exactement les mêmes que Boris Johnson. Je marcherai, je protesterai jusqu'à atteindre l'indépendance. Mais les deux candidats encore en lice pour le poste de Premier ministre ont été très clairs. Ils refusent l'idée d'un second référendum. Ce second référendum que réclament les indépendantistes du SNP, le Parti national écossais, fortement critiqué par les conservateurs. Liz Truss et Rishi Sunak disent que le SNP au pouvoir ici dans ce gouvernement semi-autonome est un échec et que leur bilan devrait être davantage scruté à l'avenir. On a vu les échecs du SNP dans leur gestion des ferries, des trains, des routes, la question du nucléaire, de l'éducation, de la santé. La liste est interminable. Nous, on doit montrer qu'on réussit. C'est franchement fou que les politiciens doivent se concentrer sur un référendum constitutionnel qui divise et est inutile, à un moment où les gens s'inquiètent d'avoir du chauffage dans leur maison.
Quelques 180 000 militants conservateurs vont désigner le prochain Premier ministre britannique. Les deux candidats continueront de faire campagne à travers le Royaume-Uni les prochains jours pour tenter de convaincre les indécis. Un reportage également tourné par Julien Sauvaget. Des mois qu'il n'avait pas autant plu la France et depuis hier sous l'eau. Par endroits, c'est un mois de précipitation qui est tombé en seulement 24 heures. Vous avez bien entendu, comme à Montpellier, dans le sud. Paris n'a pas été épargné non plus. Un déluge s'est abattu hier sur la capitale française. Rues transformées en torrents d'eau, arbres arrachés. La nature s'est déchaînée. Image commentée par Julien Gall. Soudainement, un torrent s'engouffre. Cette station parisienne est inondée, les riverains surpris. De l'eau se retrouve même sur les quais. Très vite, plusieurs stations ferment leur accès. Dans les rues, c'est le déluge. Bus, scooters, voitures peinent à se frayer un chemin. Ce toit menace de s'envoler. Des arbres se sont effondrés, de la grêle est même tombée à certains endroits. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. 46 mm de pluie se sont déversés en 1 heure sur Paris. C'est l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Les orages ont été accompagnés de fortes rafales de vent. La station située au sommet de la Tour Eiffel a enregistré des bourrasques à 104 km/h. Mais il n'y a pas que Paris qui est concerné. Le sud de la France et l'Hérault étaient à leur tour cette nuit sous la pluie. Cette carte indique que plus de 100 mm d'eau par heure sont tombés. Des orages qui se sont étendus dès le début de la nuit à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la vallée du Rhône. Le Portugal croyait la semaine dernière en avoir fini avec l'incendie du parc naturel de la Serra de Estrella. Il n'en est rien. Hier, le feu a repris. La fumée a même atteint Madrid, situé à 400 km plus à l'est. En tout, plus de 1200 pompiers sont mobilisés. Julien Gall avec Célina Sykes. Le parc national Serra da Estrella, ravagé cette nuit par les flammes. 10 jours après le début des incendies, malgré une courte accalmie, la lutte contre cet énorme feu de forêt au centre du Portugal a repris. Sur le terrain, 1200 pompiers ont été déployés. Nous combattons le feu sur 2 fronts. Le premier très près d'ici et un autre dans la région de Guarda, mais qui est beaucoup plus contrôlé. De nouveaux records de température ont été enregistrés avec le mois de juillet le plus chaud depuis près de 100 ans. Depuis le début de l'année, 80 000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. C'est l'un des innombrables exemples du réchauffement climatique. Près de Las Vegas, aux États-Unis, le lac Mead s'assèche à vue d'œil et révèle, peu à peu, vous allez le voir, ses secrets d'ordinaire cachés sous l'eau, des épaves de bateaux et moins classiques, les cadavres jetés par la mafia locale. Diane Schlinge. La mafia pensait ses secrets bien gardés. Juste ici, dans ces eaux réputées profondes, le lac Mead, plus grand lac artificiel des États-Unis. Mais c'était sans compter sur le réchauffement climatique, la sécheresse. Ces bandes blanches sur la roche en sont la preuve. L'eau baisse d'année en année de façon fulgurante. According to this map right here, all of this should be underwater. Is that crazy? 50 mètres, des millions de litres évaporés. Le lac laisse désormais ressurgir ce qui était autrefois englouti. La majorité des victimes s'est noyée accidentellement ici. Mais une découverte macabre a fait la une de la presse américaine. Des restes humains ont été découverts. En mai, ce tonneau de bois rongé par les années s'est échoué sur la rive. À l'intérieur, le corps d'un homme tué d'une balle dans la tête. Jeté dans ce lac à la fin des années 70 selon les enquêteurs. La signature de la pègre de la ville du péché, à moins de 50 km de là, Las Vegas. Mettre des corps dans des barils, c'est quelque chose que la mafia a fait pendant des années et des années. Ce lac, c'est l'eau la plus proche de Las Vegas, et c'était profond, donc c'était logique de s'en débarrasser là-bas. Dans ce musée de la mafia, l'affaire intrigue. Ici, les crimes côtoient les machines à sous, et les soupçons des historiens se tournent vers cet homme. Tony Spilotro, déjà suspecté de 25 meurtres, jamais condamné, lui-même assassiné avant la fin de son dernier procès. C'était le gangster de Chicago qui contrôlait toutes les affaires de la pègre à Las Vegas. Il était impliqué dans beaucoup de violences. Il serait clairement un suspect dans cette affaire.
La victime, elle, pourrait être un certain Harry Papas, un employé du Stardust, l'un des hôtels phares de l'époque utilisé par la mafia comme couverture pour du blanchiment d'argent. Le rôle d'Harry Papas était justement d'emmener les clients à la marina du lac Mead. Il a disparu après un déjeuner secret. Le trajet pourrait prendre 11 heures. La NASA a commencé l'acheminement de sa méga-fusée SLS de son hangar d'assemblage vers son site de lancement. Surmontée de la capsule Orion, elle fait 98 mètres de haut et pèse pas moins de 2700 tonnes, le fruit de 2 décennies de travail. La mission doit marquer le retour de l'homme sur la Lune, décollage prévu sans humain à bord, c'est à noter le 29 août prochain. Voilà, on va se quitter sur ces images. Prochain journal dans 5 minutes sur l'antenne de France 24. A tout de suite.